Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série de la Guilde sur le Quality Engineering, toujours avec Mohamed Hamami. Bonjour Mohamed. Bonjour, ils connaissent bien mon nom là. Ça y est, ils connaissent bien ton nom. Allez le voir sur LinkedIn, allez voir son produit IOPA, c'est une super solution. Dans les deux premiers épisodes, on a parlé de Quality Engineering pour les QA, pour les devs, et avec cette vision qui font partie de la même équipe, produit. Donc il y a le troisième partie prenante qui est importante, si on se passe un peu en trois amigos, c'est la partie métier, la partie gestion du produit finalement en amont. Je trouve que c'est toujours des fois la partie la plus difficile à intégrer si on veut créer de la valeur rapidement avec un haut niveau de satisfaction utilisateur et donc une très bonne qualité. C'était quoi les freins que tu as eu, peut-être? Parce que si je dis pas de bêtises, dans ton organisation, en plus, la partie métier-produit n'est pas sous ta responsabilité, mais sous un autre département. Donc, faut quand même embarquer des gens qui font pas partie. Voilà. C'est quand même plus facile de faire une transformation quand tu as la responsabilité totale. Comment tu as réussi à les embarquer? Comment tu as réussi à améliorer tous ces processus pour pouvoir délivrer plus rapidement et plus efficacement? Super intéressant. Bon, j'ai omis une partie, c'est que les équipes d'ingénierie qu'on a, ils contiennent QA Dev, mais aussi ils contiennent le designer et le PM. Ils sont pas sous ma responsabilité, bien sûr, sous la responsabilité d'un head of. Mais, euh, mais du coup, l'équipe, quand elle fait un example mapping, il y a le designer, il y a le product manager aussi. Quand on fait les sprint reviews, les routines, même les daily, ils sont là. Et ça, c'est crucial. Ça crée une complicité importante. C'était déjà le cas ou c'était un peu comme les QA, ils étaient en mode cycle en Non. V dans leur monde où ils étaient déjà En fait, finalement avec l'engineering avant de faire cette transformation? c'était un changement qui a été bon pour la QA, c'était un changement qui a été fait avant. Pour les designers et les products, c'est l'été, mais en fait leur présence dans le rituel n'était pas forte. J'ai fait que renforcer ça. Mais on a mis l'accent là-dessus et les engineering managers étaient bien plus demandeurs là-dessus. Et j'étais aussi, comment dire, chanceux parce que aussi le head of design ou le head of QA, c'est des gens, ou le head of product et le head of support aussi, qui est responsable du support. C'est important aussi la partie support. C'est des gens que je connais depuis plus que 10 ans. Donc, ils étaient très, très, très coopératifs. D'ailleurs, un petit shout-out à eux. Et derrière, du coup, ils ont été inclus dans les équipes. Ils m'ont écouté et j'ai même pas à argumenter, ils étaient tous d'accord. Tu les as finalement facilement convaincus parce que Ouais, parce qu'ils étaient ils avaient- convaincus déjà. Euh, C'était facile aussi parce que on avait des designers ou des PM qui étaient affectés à des équipes, donc c'était un peu plus facile. Mais on voulait que ce lien entre PM designer soit qui est interfacé juste par un engineering manager soit cassé et qu'ils ont accès directement au champ, ce qui est possible avant, mais on l'a juste renforcé. Et ce que ça génère, c'est que derrière, moins en fait, sur le nombre de régressions, il y a une dégradation, mais importante. Ça, on l'a vu. Le nombre de ratés entre product et engineering, moi, je me rappelle, je pense, j'ai le chiffre, mais en fait, la courbe, elle est, Ouais, ce elle que est, tu parles des ratés, c'est les bugs de spécification. C'est qu'on les bugs pense de qu'on a spécification. compris et que, notamment l'exemple mapping, Ouais, mais on peut faire des choses aussi en amont pour éviter ça, ouais. permet de lever les ambiguïtés, être sûr que tout le monde a compris la même chose et de développer bien en une fois. C'est vrai que, ouais, tu m'étonnes, ça c'est vachement bien, ça donne beaucoup plus de sérénité dans les livraisons.
Oui, oui. Après, on a donné les options. Par exemple, pour les designers, c'est pas intéressant qu'ils soient dans tous les stand-up, mais ils doivent au moins sur une semaine être là. Sur le product, c'est eux d'ailleurs qui étaient demandeurs, donc ils sont toujours là. Et c'est intéressant parce que le dev peut avoir un doute, peut avoir un truc. Il va pas attendre une réunion, il va la placer dans 2 semaines parce que le PM, il a un agenda de fou. Et au niveau du stand-up, direct, il va poser la Ouais, question. et Il va avoir la tout le monde réponse. est là au stand-up, donc tout le monde a l'information. C'est pas que le dev, et ça, c'est vachement bien. Mais il y a un avantage aussi qui est pas vu et qu'on a découvert. Parce que moi, j'aime plus sur les équipes d'engineering, il y a trois axes. Bon, le accountability, le data driven et l'autonomie. Mais il y a les outcomes. Il faut voir les outcomes. Et ce qui est intéressant, c'est que le PM, il arrive, il dit, hey les gars, votre feature a fait augmenter le MPS de X. Ou il nous a permis de générer tant. Ou on a Mais tel client qui sont pas très contents, donc qu'est-ce qu'on fait? Ou on a un tel problème au niveau support, il est super important à traiter. Au niveau impact, c'est un impact de X. Et du coup, cette culture de produit, elle est infusée. J'aime bien le terme, je prends un terme des engineering managers que j'aime bien. Euh, on parle d'infusion. Donc l'infusion dans les équipes. Et l'équipe produit, quand ils sont dans les équipes ou les designers, ils infusent une culture. Et ce que ça a donné, c'est très intéressant d'ailleurs, c'est que un testeur, il est maintenant capable de dire, hé les gars, j'ai testé votre application, ça fonctionne super bien. Mais au niveau UX, je trouve ça très lourd. ouais, ou sur l'expérience utilisateur, je comprends pas pourquoi on passe par là. Voilà. Ça me paraît pas logique. Ça me paraît pas Peut- logique. Peut-être dans la théorie, quand on l'a fait, ça paraissait logique, mais l'utilisation, peut-être que Mais je c'est lui connais qui dans pense une, différemment des autres, mais ça permet d'avoir un je feedback. connais dans une autre équipe, ils ont fait tel et tel et tel et tel. Peut-être qu'il faut prendre ce pattern parce que c'est plus cohérent. Et ce type d'interaction-là, c'est hyper important et c'est dynamique. En fait, moi, je l'observe, j'ai pas à intervenir dedans et ça fait juste plaisir. Après, oui, c'est pas toujours parfait. Ça dépend des équipes. Ça dépend de pas mal de variables. Je pense que Parfois, on plus est ton bon, équipe, parfois, on est moins bon, mais plus ton équipe est voilà. stable, plus ils sont dans des pratiques dans ce genre-là, plus c'est facile. Je pense que la stabilité dans les équipes sur ce champ de transformation est très importante. Parce que si tu as beaucoup de turnover, c'est compliqué de garder cette culture. Mais c'est super intéressant ce que tu disais sur les indicateurs et les feedbacks de ce qui se passe en production. Ouais. Moi, le nombre d'équipes que j'ai vues qui savaient pas comment c'était utilisé en production et qui n'avaient pas de retour, et qui créent 200 features, on sait même pas s'ils sont utilisés en prod. Voilà, moi je pense il vaut mieux en créer 20 qui créent beaucoup de valeur que 200 et se dire dans l'eau, il y en aura 10 qui vont nous permettre de bien vivre. Je pense que la dette technique qu'on associe à ça peut vite être compliquée dessus. Je pense que ça dépend aussi d'une stratégie d'entreprise. Ça dépend si tu as trouvé aussi ton cœur métier, que tu veux le faire évoluer ou tu veux tendre vers une nouvelle typologie de client. Donc c'est pas aussi blanc ou noir la réponse que je dis. Faut pas Oui, prendre un oui, bien chiffre en sûr. disant 20, c'est le chiffre magique. Non, déjà ce serait 42. Mais juste permets-moi, Jean-François, il y a un truc aussi important que j'ai pas souligné, c'est que nos leads, ils avaient des points avec les head of support et les head of product. Pourquoi? Parce que parfois, on a vu, hein, ils arrivent à comprendre des usages, à comprendre des préoccupations. Cette complicité-là, après derrière, ils peuvent la communiquer avec les équipes de QA. Et c'est hyper important. Et je parlais de Shift Right aussi, mais peut-être après, je sais pas si c'est la même chose. C'est le prochain épisode. Voilà. Donc on en parlera après, mais parler avec le support et parler avec le product, en fait, je connais pas une meilleure façon pour aller dans une valeur, euh, euh, comment dire, sûre sur ce qu'on déploie. Oui, tu fais pas que développer des Voilà. features et de la tech, tu apportes de la valeur à tes utilisateurs. Et je pense que si on veut une entreprise qui soit pérenne financièrement, c'est quand même mieux. Mais tu vois, ce qui Mais est intéressant, on a quand même des bugs, hein, Jean-François. mais tout le monde a des bugs. Enfin, alors, c'est pas le but de tous Mais les épisodes que je dis. ça diminue, ça Le diminue. but, c'est d'en avoir le moins possible et surtout Ouais, d'avoir des choses qui apportent tellement de valeur que les petits bugs ne soient pas un problème dans voilà. l'inconscient de l'utilisateur et du client. Alors, on est quand même là-dessus. Mais tu vois, dans ton organisation, moi, ce qui me paraît intéressant,
c'est qu'il faut quand même pour que tout le monde puisse donner son avis comme ça et co-construire ensemble une vision produit, il faut quand même être très égoless, tu vois. Et c'est pas évident, on est quand même dans le métier de la tech où on est sûr de soi, de ce qu'on veut faire. Et quand même, c'est pas évident, tu vois, de mettre un lead QA qui sait ce qu'il fait, un head of product, un engineering manager pour pouvoir y arriver. Donc, je trouve que en termes de management, bravo, c'est pas facile. Je trouve que de faire collaborer des gens avec le même niveau. Moi, je trouve que quand on est dans une équipe agile, on est capable de dire, je comprends pas la valeur du produit, je comprends pas pourquoi on va par là, et qu'on est écouté, et pas dire, non, mais attends, c'est le besoin, il faut le développer. Je trouve qu'on peut faire plein de choses quand on est dans cette culture-là. Alors, c'est peut-être un peu hétérogène dans tes équipes, c'est peut-être pas à ce niveau-là aussi optimal, Oui, oui, mais je trouve voilà, ça voilà ce intéressant, que je quoi. voulais dire. Ça varie, mais c'était la tendance générale et c'est un travail d'équipe, comme je vous ai dit. J'aurais pas pu faire ça si j'avais pas des engineering managers qui étaient bien compétents et bien sharp, des leads qui étaient résistants par rapport à la pression, par rapport au changement, des head of étoiles qui étaient à l'écoute, ou head of SRE aussi, on parlera, mais tout ce monde-là, c'est un travail d'équipe et derrière, ça donne des résultats. Et on le voit dans le nombre de retours des clients, on le voit dans des trucs. Après, oui, on Ouais. reste du produit, on fait du produit, on a nos ratés, on a un truc à améliorer. Voilà. Eh bien voilà, bah, écoute, c'est super intéressant. Et je pense qu'on pourra en parler encore pendant 1 heure de ces parties-là, comme sur chaque épisode. On va malheureusement s'arrêter là pour passer à l'épisode suivant et parler un peu du shift right, de côté production et ta vision du quality engineering. Est-ce que ça apporte dans ton quotidien? Merci encore Mohamed. Restez parmi nous pour ce 4e épisode pour voir un peu l'intérêt du shift right. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.